Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 8 décembre 2022. Deux réflexions se sont rencontrées, deux remarques, l'une qu'on m'a fait il y a déjà quelques années, mais qui a laissé une sorte de trace indélébile dans mon esprit. Une autre, fraîche d'aujourd'hui, celle de Stéphane qui peut-être se reconnaîtra. Et ces deux phrases-là, au fond, sont antinomiques, mais sont révélatrices de l'éthos québécis, de l'éthos, l'être, l'ontologie québécoise. Et je vais élaborer. Alors la première, c'est il y a quelques années, donc, un jeune anglophone de Toronto, très féru de surréalisme, qui ne parlait pas français cependant, qui avait donc lu les grands auteurs surréalistes, à commencer par André Breton, pour lequel il nourrissait une affection particulière. Mais il avait lu André Breton en traduction. Jusque-là, rien à dire. Et j'ai bien tenté de lui faire comprendre que le mouvement surréaliste avait eu une incidence au Québec, que le mouvement avait essaimé et que ça avait été repris par les automatistes québécois, Gauvreau, Bordua et les autres. Et qu'au fond, la révolution culturelle au Québec, avec la parution de ce manifeste, Refus global, avait d'abord été conçu au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, au lendemain de la Première Guerre mondiale, où André Breton avait été brancardier, infirmier, dépêché sur le champ de bataille. Il en a d'ailleurs rapporté... pas rapporté, mais il en a éprouvé un dégoût viscéral, en fait, pour le nationalisme, pour faire cette petite parenthèse. Mais donc, ce qui n'a pas été tout à fait le cas avec les automatistes québécois, qui, sans dire qu'ils avaient un projet politique concernant le Québec, il y avait un projet, disons, politique avec un grand P. La transformation de la vie plus largement que les affaires, on va dire, bassement politiciennes. Mais j'ai tenté donc de lui faire comprendre que le surréalisme, tel que pratiqué au lendemain de la Première Guerre mondiale, avait eu, 20 ans plus tard, même 30 ans plus tard, avait eu des échos et des développements au Québec, et ça avait eu un impact sur la sphère publique, donc politique d'une certaine manière. Et j'avais essayé aussi de lui faire comprendre cette chose, et là, il m'avait répliqué, et cette phrase-là, cette réplique ne cesse de me hanter. Il m'avait dit, les Québécois... ce sont, en anglais, il m'avait dit, les Québécois, ce sont des colons colonisés. Et pour lui, dénoncer ce qui lui semblait un fait simple et brutal, disait aussi en même temps tout le mépris qu'il pouvait éprouver pour les Québécois. Parce qu'évidemment, de ne pas avoir vu les effets du surréalisme français sur la vie culturelle, publique et politique au Québec, déjà, c'était une forme de mépris larvé. Mais d'annoncer ça tranquillement, au fond, ce que j'ai entendu, parce qu'il y avait de la manière dont il l'a exprimé, c'est que vous avez été des colons, vous avez été colonisés à votre tour, grand bien vous en fasse, c'est comme ça, nous n'allons pas en faire un plat.
je vais revenir sur Pierre Vallière, parce que Pierre Vallière, c'est un petit peu l'argument cheville de cette vidéo. Alors d'accord, nous avons été des colons, nous avons été colonisés, et comment on doit se débarrasser de l'un ou l'autre? Comment nous débarrassons-nous du sentiment, peut-être de culpabilité que nous pourrions éprouver, en admettant que nous avons été des colons? Premier mouvement de culpabilité, nous avons été des colons, Deuxième mouvement, nous avons été des colonisés. Et de cette colonisation par les Anglais, nous avons subi des humiliations sur le plan économique, des humiliations sur le plan intellectuel. Nous avons vu notre capacité d'agir limitée, en tout cas pour le plus grand nombre. Nous avons subi des brimades, nous avons vu notre langue bafouée, nous avons vu nos droits bafoués également. Alors, de colons colonisés, alors on ne peut pas indéfiniment revendiquer un statut de colonisé. On doit se débarrasser de cet état d'esprit, de ce fait du colonisé. Et on ne peut pas revenir en arrière sur le fait qu'on a été des colons. Au début des années 70, milieu des années 70, il y a eu un parti qui a pris le pouvoir, le Parti québécois. Et le Parti québécois, d'une certaine manière, c'était, je dirais, une reconquête. Est-ce que c'était une reconquête de notre statut de colon? C'est-à-dire, nous imposions par des lois la langue française et que, d'une certaine manière, nous retrouvions l'ardeur première, l'énergie fondamentale, l'énergie de base des premiers colons. Alors c'est là la remarque de Stéphane, je reviens sur la remarque de Stéphane qui me disait « C'est incroyable comment nos ancêtres, les premiers colons, ont extrêmement souffert pour fonder ce pays. » Et tout au long de notre histoire, il y a eu une continuité avec à la fois les écrivains, les poètes, les historiens, pour que ce fait de colonisation soit quelque chose d'admirable que notre peuple a fait. Notre peuple a fait ça dans la souffrance, dans les difficultés, et que nous avons eu, selon le chanoine Groulx, que nous avions une vocation, même messianique en Amérique du Nord. Et puis tout à coup, après avoir été des colons glorieux qui ont fondé un pays, nous nous sommes retrouvés des citoyens de deuxième zone, de deuxième ordre, et là nous avons accédé à ce statut peu enviable de colonisés. Alors, d'un côté, vous avez ce jeune homme qui nous dit « Vous êtes des colons colonisés », et de l'autre, vous avez Stéphane qui dit « Notre passé est un passé douloureux, est un passé difficile, mais un passé glorieux. Nos ancêtres étaient des êtres extrêmement valeureux. » Mais le colon colonisé, son passé n'existe plus. Il n'est plus objet de référence, il n'est plus glorieux. Il est en fait un sale type, il est un individu, le colon, il est un individu qui a spolié les terres des Autochtones, ce qu'il a fait de bien a été voué à l'échec, la preuve, il a été vaincu, tout ce qu'il a tenté de fonder n'a aucune importance, et tout ça est balayé. Et en plus, il s'agrippe, ou enfin, il se reconnaît dans la figure des peuples vaincus.
Alors de vainqueurs, ou en fait de conquérants, nous sommes passés de vaincus. Et ceux qui nous ont conquis, eux ne se posent pas tant de questions. C'est clair, nous avons perdu, nous devons rendre les armes, nous devons accepter notre statut de colonisé sans faire tant d'histoire. Et toutes les tentatives de reconquête, par l'indépendance par exemple, ou par des lois jugées contraignantes par les colonisateurs, nous ramènent dans un état de... On nous refuse, en fait, et de leur point de vue, ils ont raison, ils nous refusent la possibilité de reconquérir notre statut de colon. Ils nous refusent qu'on retrouve, au niveau énergie, au niveau vitalité, le courage des premiers colons. Pendant 300 ans, pendant 200 ans, on nous a enseigné que les colons étaient des êtres admirables. Dans les 20 dernières années, on nous enseigne que les colons étaient des personnages peu fréquentables, et on nous enseigne également que le statut de colonisé l'est encore moins. Mais le colon, le colonisateur conquérant, celui qui gagne, évidemment, lui, il ne veut pas se voir comme un colon qui colonise des colonisés. Il va se voir comme un libérateur. Il va se voir comme quelqu'un qui apporte la lumière. Il va se voir comme quelqu'un... Il ne pourra jamais concevoir dans son esprit qu'il est également un colon. Parce que là, tout à coup, il pourrait se retrouver par une sorte de détour imprévu à être dans le box des accusés de ceux qui ont spolié à leur tour, on va dire, les Autochtones. Et il ne va pas jamais imaginer qu'il a également spolié les premiers colons, parce que les premiers colons, ayant été colonisés, ne méritent pas son respect, ne méritent pas non plus sa mansuétude, ni quelque forme de pitié que ce soit. Alors il va nous combattre sans relâche. Et c'est ici qu'apparaît ce fameux débat du livre de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique, où Pierre Vallière utilisait le terme qu'utilisaient les colons anglais pour dire que, au fond, les Blancs, les héritiers de colons français, au fond, étaient des white niggers, du cheap labor, des individus de deuxième ordre, de deuxième ordre. Alors, il a repris à son compte une terminologie utilisée par les conquérants colonisateurs. C'est assez étonnant qu'un livre paru dans les années 60, écoutez, je n'ai pas vérifié la date, mais des débuts 60, se retrouve 60 ans plus tard, encore l'objet non pas de discussion quant au fond de l'affaire, parce que ce que montrait le livre de Vallière, je conclurai la vidéo là-dessus, c'est le portrait précisément d'un individu colonisé qui tente d'échapper à son statut de colonisé par la culture, par l'écriture, par la possibilité de transcender sa condition. Bon, le titre, 60 ans plus tard, est l'objet de réflexion, est l'objet de fatwa même, est l'objet de discussions sans fin, car, là on arrive à un autre élément, c'est que c'est la question même, je ne dirais pas de négritude pour ne pas me faire vilipender, mais c'est la question ici de l'éthos de l'homme noir. Voilà. Le peuple noir
faute de mieux, d'appellation plus appropriée, n'a pas été un peuple de colons conquérants, comme l'ont été les premiers colons français. C'est plutôt un apatride. C'est quelqu'un qui a été exporté par la violence et dont on a utilisé la force brute à des tâches extrêmement humiliantes, qu'on lui a refusé même le statut d'humain, presque. Et le noir nord-américain n'a pas de revendication territoriale à faire valoir en terre d'Amérique. Alors, c'est celui qui n'a ni pays, ni pays. On sait que certains esclaves proviennent de certaines régions d'Afrique. Certains Noirs américains, certains Afro-américains, comme on disait jadis, je ne sais plus si c'est correct de le dire. Je sais qu'on ne dit plus non plus gens de couleur, ça semble être raciste aussi de le dire. On va se contenter, disons, d'Afro-américains. On tentait de recréer des liens avec ce qui pouvait être leur terre d'origine, à savoir le continent africain. Mais, en Amérique, ils ont toujours été dépossédés de tout. Alors, c'est pour ça aussi que le titre, Nègre blanc d'Amérique, ne coïncide pas avec la réalité profonde des Afro-Américains qui ont été par essence arrachés à leur territoire et qui n'ont jamais eu, ici en Amérique du Nord, un territoire à eux, ce qui n'est pas le cas des colons français, devenus canadiens, devenus canadiens, devenus canadiens français, et devenus québécois, et en train de devenir québécois francophones, et même Keb. Ça, c'est maintenant comme ça qu'on nous appelle. On est des Keb. Alors, ça, c'est assez court comme affaire. Là, t'es devenu un Keb. Mais là, on va devenir des Q. On va rien devenir du tout. Ça va finir par se rétrécir. Le champ linguistique nous caractérisant va devenir comme peau de chagrin. Alors, Vallière maintenant. Revenons à Vallière. Qu'est-ce qu'il raconte, Vallière? Parce que la dimension politique, on s'arrête au titre. On s'arrête uniquement au titre. C'est le titre qui fait polémique. Mais au fond, Vallière, c'est aussi un auteur, je vous dirais, la dimension marxiste de Vallière. Parce que Vallière était à la fois franciscain et il était à la fois marxiste. Hein? Vallière était un homme qui avait la foi, ce qui étonne beaucoup les marxistes de stricte obédience. Alors, c'était un comment on pourrait le qualifier, marxisto-franciscain ou francisco-marxiste. Et on songe ici à Pasolini, cette autre figure martyre. Et donc, Vallière, lui, a grandi, quand je dis que c'est un marxiste, c'est qu'il avait pris conscience, et ça, cet aspect du travail de Nègre blanc d'Amérique, c'est quelque chose qui est complètement passé sous silence. En fait, c'est l'inaudible du texte de Vallière aujourd'hui, 60 ans plus tard. Alors, Vallière, quoi? Il a grandi dans une ville de banlieue de Montréal, ville-quartier, une ville plutôt récente, où une bourgeoisie émergente est en train de naître, et en même temps, cette bourgeoisie émergente vivait en proximité avec les travailleurs. Des travailleurs affairés à des tâches très humbles. Et ces travailleurs, côtoyant de près, côtoyant physiquement de près une classe privilégiée, pouvaient voir de visu et ressentir dans leur chair l'humiliation de la différence entre les privilégiés et eux. Et c'est par cette confrontation avec une autre classe sociale,
de nature plus avantagée, plus aisée, que Vallière a pris conscience de sa classe et de sa formation politique née de cette constatation-là qu'il existe des classes sociales. Voilà. 60 ans plus tard, les quartiers de Montréal se sont ghettoisés. C'est-à-dire que les sous-prolétaires d'Hochelaga qui doivent subir l'arrivée d'une bourgeoisie montante qui n'a pas les moyens d'aller s'installer dans des quartiers où la bourgeoisie est figée, débarquent dans des quartiers et où encore c'est possible de devenir à moindre coût propriétaire. Bon, évidemment, il y a les autochtones de la place qui, eux, voient, je dirais pas d'un mauvais œil, parce qu'ils sont tellement tétanisés par des décennies de générations ayant vécu dans la misère, qu'ils accueillent de manière quasi indifférente cette nouvelle classe qui tente de faire son nid dans cette classe montante, qui tente de faire son nid dans leur milieu d'origine. Les seuls qui résistent un peu à cette arrivée de fric nouveau, c'est les milieux criminels de ces quartiers-là, qui jugent que les nouveaux habitants avec un revenu plus élevé vont leur faire perdre leur revenu de base, c'est-à-dire l'exploitation des plus pauvres. Alors, ils voient d'un mauvais œil les mafias locales des quartiers pauvres, que ce soit ou en voie de gentrification, que ce soit Hochelaga, Centre-Sud, Saint-Henri, pour ne nommer que Villemort, pour ne nommer que ces quartiers qui me viennent à l'esprit, ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de cette petite nouvelle bourgeoisie qui tente de se faire de faire leur place dans leur quartier. Donc, ils les voient un peu comme des empêcheurs de tourner en rond. L'autre figure, l'autre aspect qu'on ne voit plus, en tout cas dans le travail de Vallière, c'est que Vallière, c'est un autodidacte. Et la majorité des intellectuels de cette période, des années 60, des années 70, étaient des autodidactes. Que ce soit Pierre Perrault, que ce soit Jacques Brault, Godin, Vallière, Michel Lalonde, je nomme ceux qui me viennent à l'esprit. C'était tous des autodidactes. Et avec la pseudo-émergence d'un quasi-État québécois, avec conséquence également de l'obligation scolaire obligatoire à partir de 16 ans, avec, bref, la marche forcée vers la diplomation, la figure de l'autodidacte a cédé sa place à celui de l'universitaire. Et l'universitaire, malgré toutes ses qualités intellectuelles indéniables, n'a pas ou n'a plus ou n'a jamais eu cette espèce d'énergie, ce feu, cette volonté d'affranchissement, ce désir de casser les moules qui caractérisait ces auteurs autodidactes des années 60 et des années 70. Et tant et si bien que même le titre d'intellectuel, qui existe quand même encore, et j'ose espérer que c'est même encore une fonction dans notre société, a été capté par l'éthos universitaire. Alors en fait, l'autodidacte de jadis, aujourd'hui, il est extrêmement marginalisé parce que son discours, même s'il est solidement construit sur le plan théorique,
n'aura pas les assises, ne jouira pas des assises que procure une situation universitaire ou une reconnaissance universitaire. Alors, tant et si bien que ce feu-là, qui nous manque d'une certaine manière, est devenu un feu inopérant. Alors aujourd'hui, un Vallière, une Michel Lalonde, pour ne nommer que ces deux-là, je pense, ne pourraient plus exister. Ou s'ils existaient, ça serait au prix d'intenses sacrifices sur le plan personnel, et ils ne jouiraient pas de la même audience ou de la même estime auprès de la population en général, ou encore auprès de tous ceux, nombreuses, qui ont été formés dans les universités et qui se considèrent les dépositaires du savoir officiel. Alors, les autodidactes d'aujourd'hui sont relégués à la marge de la marge de la marge. Et les universitaires, en tout cas, j'entends par là ceux qui ont été formés dans l'institution universitaire, s'il leur venait l'idée de travailler en marge de l'institution, ça ne mettrait pas de temps avant qu'ils perdent toute forme de crédibilité. Alors, malheureusement, les autodidactes qui n'ont plus la possibilité d'exister pleinement et d'avoir la possibilité aussi, la possibilité d'exister et la possibilité aussi de révéler quelques-unes de leurs intuitions. Parce que c'est un des avantages qu'a toujours eu l'autodidacte, en tout cas. Et puis, en fait, j'aurais envie de dire, j'arrête pas d'abuser de ce mot-là, autodidacte. J'aurais envie de dire qu'en fait, aussi, les autodidactes, ça n'existe pas. Ouais, voilà. Parce que, en fait, les autodidactes, comme les universitaires, sont formés de la même manière, c'est-à-dire par les livres. Et on demandait à André Malraux, c'est quoi un intellectuel? Qui, lui, était un autodidacte, d'ailleurs, André Malraux, et il répondait, c'est un homme de livre, c'est une femme de livre. Alors voilà, être un intellectuel, c'est quoi au juste? C'est quelqu'un qui a été formé par les livres. Alors, qu'on soit formé par les livres, en se bricolant un savoir quelconque, ou que l'on se soit bricolé un savoir, parce que ça reste quand même du bricolage, reconnu par les instances universitaires, tout ce beau petit bricolage, qu'il soit fait dans le garage ou qu'il soit fait dans les pavillons, ça reste quand même du bricolage. Les premiers, font du bricolage dans leur garage et malheureusement n'ont plus vraiment de prise, ou en tout cas, leur capacité de parole est limitée par le fait qu'il y a trop d'universitaires. Voilà. Et ce sont les universitaires qui ont pris toute la place. Tant et si bien, et qui ont pris toute la place et qui forment une espèce de nouveau clergé ou hors de l'institution, point de salut. Et j'aurais envie de dire, est-ce que nous pourrions revenir aux sources? Est-ce que nous pourrions adopter comme modèle ces autodidactes, ces gens de livres incandescents, pleins d'intuition, qui étaient capables de construire des appareils théoriques solides? Est-ce que nous pourrions envisager dans un avenir quelconque la possibilité que ces gens se réinvitent dans le débat social et se réinvitent dans les affaires de la cité? C'est ce qu'on espère avec les médias sociaux. C'est ce qu'on espère avec les nouvelles plateformes qui, d'une certaine manière, démocratisent à plein régime et qui libèrent des paroles qu'on n'entendait pas autrement. Et peut-être que les gens de livres formés dans les institutions
peut-être devraient, ils ne céderont pas leur place. Ils ne peuvent pas céder leur place. C'est comme les conquérants colonisateurs de colons. Une fois qu'on a pris la place, on ne la cède plus. Je conclurai cette petite vidéo un peu, en fait, pas mal réfléchie, par l'incapacité, je reviens aux affirmations du début, l'incapacité qu'a le colonisateur de colons de se percevoir comme un colon. Et c'est là qu'on leur sert un peu à ces colons de colons, qu'on leur sert un peu de... pas de... on leur sert de trompe-l'œil un peu, au fond. S'ils se mettaient à réfléchir vraiment à notre condition de colons colonisés, ils pourraient se voir tels qu'ils sont, c'est-à-dire des colons. Et ça, on leur sert de trompe-l'œil grâce à notre statut de colon colonisé. Les colons conquérants ne se voient pas. Et c'est tellement frappant quand on leur dit oui, mais vous avez fait ça, vous avez usé de telles techniques, vous avez voté des lois liberticides, vous avez interdit l'enseignement du français en Ontario, vous avez pendu Louis Riel, vous avez fait ci, vous avez fait ça. C'est comme, ils ne se perçoivent pas comme des colons. Et sans doute, par contre, oui, et ils se perçoivent, oui, comme des gens qui ont spolié les peuples autochtones. Mais jamais autant que les premiers qui sont arrivés. Alors oui, ils ont des choses à se reprocher, mais jamais autant que les premiers colons. Alors ils peuvent bien dire oui, oui, territoire non cédé tant qu'ils veulent, mais territoire non cédé par qui? Faut entendre, territoire non cédé par les colons colonisés. C'est ici où je vais en venir. Fait qu'ils se disent, au fond, tant que les colons colonisés, c'est-à-dire nous, n'auront pas cédé totalement, ils pourront dire territoire non cédé. C'est l'astuce. Alors peut-être c'est des intuitions, peut-être ce ne sont pas des intuitions, peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble que je tiens quelque chose ici. Et que l'apparition, le débat, 60 ans plus tard, de Nègre blanc d'Amérique, parce que, évidemment, les Autochtones qui sont dans des luttes, des revendications territoriales, au fond, sont renvoyés à leurs premiers colons. Ils sont renvoyés dans leur manière d'envisager le politique. Ils sont renvoyés, au fond, aux guerres territoriales que livrent à la fois les colons colonisés, c'est-à-dire les Québécois, et eux. Et tandis que le Noir, lui, il ne peut pas revendiquer de territoire. Lui, il est le dépossédé intégral. Il est le dépossédé intégral et personne ira parler pour lui, incluant le colon colonisateur. Voilà. Ah ben écoutez, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi et je vous dis à demain.